Bonjour à tous, on commence par un épisode 0. Alors qu'est-ce que c'est qu'un épisode 0 ? En fait, ça va être un peu un épisode test où on va se présenter, nous, qui on est, pourquoi on fait ça, et puis tout simplement vous apporter un peu la vibe de ce projet qui s'appelle donc Engagement. Je suis avec quelqu'un que je connais très bien, qui est mon frère. Est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, Aurélien Seguin, donc ton frère, cofondateur de l'agence Crescent à Rennes, donc agence de communication généraliste. Et puis toi comme moi, passionné de sport depuis tout petit. Et l'idée du coup de ce podcast, en tout cas, c'est de parler de communication dans le sport, pas de parler forcément d'histoire sportive, d'événements, etc., mais plutôt de parler de comment les athlètes, les marques et les clubs entretiennent une relation avec l'aspect communication. Et finalement, nous, on peut le voir depuis des années qu'on suit des athlètes, des marques et des clubs. Et du coup, il y a beaucoup de choses à raconter, que chaque athlète a son histoire à raconter, un club a son histoire, etc. etc. Donc voilà, c'est le pourquoi du podcast. L'idée, c'est que l'épisode 0, comme tu l'as dit, du coup, c'est de se présenter, comme ça les gens pourront voir un peu qui on est, comprendre un peu nos inspirations et nos sources d'idées et de passion, et qu'ensuite on puisse aller du coup poser ces questions-là à des athlètes, des responsables communication marketing dans des clubs, et aussi des responsables auprès des marques, sur du sponsoring, sur aussi de la communication, toutes les personnes qui gravitent finalement autour du monde du sport. J'ai oublié de me présenter. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, Hugo ? Alors moi c'est Hugo, frère d'Aurélien, passionné par tout ce qui est sport, bien sûr, depuis le plus jeune âge. On a eu la chance d'être baigné là-dedans très très tôt, puisqu'on a fait du basket 4-5 ans, baby, etc. Et c'est tout ce qui a conditionné après notre carrière au final aujourd'hui. Et passionné forcément de communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui on lance ce podcast. Et ça fait un moment qu'on en parle et on se dit qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Dans l'idée, rien. Donc c'est parti. C'est un épisode 0. On espère que ça vous plaira et que vous allez apprendre à nous connaître et que ça va vous donner envie de suivre l'aventure. Donc voilà, la communication, le marketing, c'est des choses qui nous touchent depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on s'est dit, on a envie d'en parler avec vous, avec d'autres personnes qui ont la même mentalité par rapport à ça et qui ont envie de découvrir plein de métiers, plein de sportifs, de clubs, etc. Je vais faire une petite précision. Donc, premier podcast du coup en vidéo, disponible aussi en audio sur les plateformes. Et puis pour le petit teasing de ce qui viendra après notre épisode de présentation, évidemment, on va aller voir justement des athlètes, des personnes qui sont dans le monde des sports collectifs, mais aussi sur sport individuel. Il y a beaucoup de différences entre les sports sur comment faire vivre finalement aussi sa communication durant des saisons, durant des périodes quand on est athlète, aussi quand on est club, idem sur des problématiques bien différentes, et également les marques, parce qu'aujourd'hui, que ce soit des marques d'équipementiers ou même des marques autres généralistes, s'accrochent aussi à des événements sportifs pour communiquer, quoi. Donc c'est vraiment le teasing de ce podcast-là, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes-là qui font vivre le sport et qui du coup ont un attrait fort à la communication. Premier sujet qu'on va aborder, ça va être un peu comment toi t'es tombé là-dedans, dans cette passion de la communication. Qu'est-ce qui est forcément lié au sport ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire tiens ça j'adore ça, ça me fait vibrer presque. Alors on va être honnête, on a un peu travaillé notre sujet avant de tourner la vidéo pour essayer de ne pas dire les mêmes choses surtout. Parce que moi je suis de 93, du coup toi Hugo de 91, donc très proche. On a commencé par le même sport, du coup, le basket, on n'en a jamais fait d'autres. Moi, j'ai eu à un moment donné presque la licence de signer sur faire du tennis, mais finalement jamais passé le pas. Et donc voilà, le basket, donc on a beaucoup de choses qui suivent, donc on a discuté pour éviter de dire les mêmes choses. Moi, je pense que ce qui m'a touché dans un premier temps sur l'aspect sportif, c'est finalement de vivre l'événement en fait. Et donc du coup, un des premiers souvenirs de sport que j'ai en vivant l'événement, quelque chose qui marque pas mal, on est dans la période, là actuellement en juillet, c'est le Tour de France. Suivre la caravane du Tour de France et suivre aussi le passage des coureurs qui passent à une vitesse incroyable quand t'es petit et même grand. Du coup, la vitesse est toujours assez impressionnante. Donc voilà, c'est vraiment le premier souvenir de sport. Et je le dis sur l'aspect communication, parce qu'il y a l'aspect caravane du Tour et donc l'aspect tous les sponsors, etc., qui gravitent autour. Pas que des sponsors équipementiers, mais des marques. C'est vrai que quand on est petit, on s'en rend pas compte, mais on se fait avoir par cette caravane.
On a la casquette Cochonou, on a le truc champion à l'époque avec le maillot à pois, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, on en parle plus de 20 années plus tard parce que ça nous a marqué et puis parce qu'en fait, on le savait pas encore à l'époque, mais c'est de la communication et du marketing. C'est vrai que quand on le touche, en fait, il y a plein de choses comme ça au final que quand on touche, on se rend pas forcément compte d'où ça vient et pourquoi c'est fait. Puis après, du coup, en grandissant et en comprenant un peu les rouages du marketing, on comprend un peu mieux pourquoi telle marque s'associe à tel événement. C'est le cas, on pense, du coup, pour rester sur le Tour de France, mais Skoda qui est très présent sur le Tour de France, voilà, a aussi un but marketing. Le maillot vert, c'est pas pour rien qu'ils sont aussi sponsors de ce côté-là, véhicules électriques, etc. Enfin bref, sur l'aspect-là de marque, il y a beaucoup de liens aussi avec les événements. Donc c'est vraiment ça, moi, le point de départ. Et puis après, il y a forcément tout l'aspect basket, mais là, peut-être que du coup, moi, je vais pas te piquer tes réponses. Toi, ça serait quoi, du coup, la source un peu de cet attrait vers la communication et le sport? Alors, je dirais qu'il y a plein de choses. Il y a forcément, à l'époque, un film comme Space Jam aussi, que l'image qu'incarnait Michael Jordan, pour moi, c'est un film qu'on a regardé, tu l'avais en cassette, c'est ton parrain, je crois d'ailleurs, qui te l'avait offert, si je me rappelle bien. Et on le regardait plein de fois, et moi j'avais déjà cet aspect des chaussures, de l'image de marque qui donnait en fait, et je trouvais ça déjà très fort. Donc il y a Space Jam qui m'avait marqué, il y a aussi les pubs Nike, The Cage. Je me rappelle de Thierry Henry. Thierry Henry, pour moi, c'était quelqu'un qui symbolisait aussi la réussite, la vitesse, le côté, comment dire, showman aussi, qui était capable de faire des trucs que tu voyais, qu'on voyait qu'avec lui. Il y a eu ça. Et puis moi, après, en étant un peu plus âgé, un tout petit peu plus, il y a eu N1. N1, ça m'a marqué parce que il y a eu une stratégie de com qui a été établie par eux et par les équipes, voilà. Et l'aspect très, très rue, très proche en fait du public, ça c'est un truc qui m'avait marqué. Et au fur et à mesure des années, ils avaient aussi développé une sorte de tour où ils allaient faire des matchs avec les gens du coin. Et ils engageaient, il y avait une sorte de télé-réalité presque en fait. C'était une télé-réalité avec des joueurs qui étaient sélectionnés selon les villes. Et puis s'ils étaient sélectionnés à la fin, ils rentraient dans l'équipe. Et moi, un mec comme Professor, moi ça m'a marqué. Je me rappelle encore de regarder l'épisode avec des potes de collège. On regardait ça comme si c'était je sais pas moi, une finale de Coupe du Monde presque. Et pour nous on était là, on se disait mais moi mon rêve ce serait de jouer dans l'équipe N1. Finalement c'était l'accès aussi aux coulisses en fait du sport quoi, qui était aux coulisses ou en tout cas raconter l'histoire quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait dans les épisodes on voyait que parfois il y avait des tensions entre les joueurs. On voyait que c'était pas facile en fait, parce que nous en tant que spectateurs on voit le beau jeu, on voit les belles chaussures, les belles voitures, etc. Mais tout le travail qu'il y a derrière, c'est des choses qui sont pas forcément toujours mises en avant. Et à l'époque c'était le début de tout ça, et à la clé le contrat, je trouvais ça assez fort. Et moi par exemple, j'avoue, j'ai eu des paires de N1 parce qu'il y avait N1, c'était le modèle de Professor par exemple. Et ça aujourd'hui je me dis c'est très très fort. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient réussi à créer quelque chose de très impactant. Alors après, c'est vite monté et c'est aussi redescendu depuis quelques années. Mais c'était dans quelle année Enfin, je sais plus exactement, parce que moi j'ai des souvenirs de 2003, 2004. Ouais, je dirais que c'était milieu des années entre 2004, 2005, 2006, un truc comme ça. Je me trompe peut-être sur les années, mais en tout cas, j'ai un souvenir de collège où c'était N1 mixtape, quoi. C'était ça, c'était pas Jordan, c'était N1 mixtape. Et au point, à l'époque, moi je me rappelle qu'ils étaient très présents quand même en NBA. Les Ben Wallace, les Chauncey Billups, etc. Ça portait du N1. L'époque où justement les Pistons gagnent le titre, je crois qu'il y avait des joueurs, c'est sûr, qui étaient en N1. Et je trouve ça énorme. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs eu un documentaire qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est toujours très intéressant de suivre l'histoire d'une marque et de voir à quel point on peut monter très haut mais descendre aussi très très vite plus bas, et de se rendre compte que rien n'est acquis dans ce milieu qu'est le sport et qu'est la communication, et que si on se renouvelle pas et qu'on mise pas sur les bons chevaux aussi, parce que c'est une course. Jouer un peu de malchance aussi. Jouer de malchance. Parce que c'était quel joueur il sponsorise, il store la cheville, c'est Marbury. Il y a eu Marbury, ouais, je crois qu'il il store la cheville avec, et donc du coup voilà, la promotion pour vendre une paire de chaussures avec laquelle on store la cheville, c'est compliqué. C'est ça. C'est vrai que Marbury avait des modèles très sympas aussi chez N1, et après voilà, il y a eu des joueurs iconiques comme Skip Tomailo, Rafer Alston, qui est un mec qui était dans la team N1 et qui est très jeune, a été une star et qui après a réussi à atteindre le niveau NBA, et ça c'est incroyable. C'est comme si aujourd'hui
un mec qui faisait je sais pas moi, du five dans la rue ou qui était habitué plus à jouer avec ses potes et puis en quelques temps en fait on lui propose un contrat pro, c'est assez rare et c'est une histoire qui est excellente pour une marque parce que du coup le storytelling derrière il est incroyable. Et du coup, toi comme moi, on avait le même sport, même si on était passionné d'autres sports, à regarder l'été Roland Garros, le Tour de France ou du coup un peu de foot aussi, quand ça passait notamment sur TF1 ou autre, à l'époque lyonnaise ou par exemple. Est-ce que du coup, là on a parlé quand même beaucoup de basket aux États-Unis, comment du coup, toi, on suivait en fait le sport dans ces années-là où du coup réseaux sociaux n'existaient pas, Internet ça n'existait pas. Enfin, c'était pas accessible comme aujourd'hui en tout cas. Bah, c'est sûr que en fait, en y repensant, si on fait un état des lieux, je me dis qu'aujourd'hui, c'est quand même une chance d'avoir autant de moyens pour suivre ses athlètes préférés, ses clubs préférés. Et c'est quelque chose que des fois, je pense qu'on oublie que ça existe aujourd'hui, d'être aussi connecté avec les gens. Et donc, du coup, aussi connecté avec ce qui va être les sponsors, les marques, etc. Et à l'époque, moi, clairement, je m'en rappelle, c'était en revenant d'un tournoi de basket, j'ai un mini exemplaire d'un MVP basket. Et il y a Kobe en couverture. Il y a un poster de Kobe avec ses Adidas, je m'en rappelle encore. Et je me dis, mais ah ouais, Lakers, quoi. Quel flow incroyable. Et peu de temps après, mon parrain, du coup, je me rappelle, c'était le tournoi de Montfort. Le tournoi de Montfort, c'était en juin. D'où la bonnette violette, je te coupe. Mais... Exactement. Team Lakers, Team Kobe. Et du coup, en fait, tournoi de Montfort, c'est en juin. Et je crois que peu de temps après, mon parrain me dit, Hugo, pour ton anniversaire, je vais t'offrir un maillot de basket. Et à l'époque, on va à Decathlon. Et ils ont les maillots champions. Et moi, en fait, je craque pour le Kobe parce que je l'avais vu quelques semaines avant sur la couverture. Et je comprenais aussi que c'était le joueur star du moment et qui gagnait les titres, etc. Et c'est comme ça, en fait, que let's go, quoi. 2001, 2002. Voilà, 2001, 2002, 2003, c'était ces années-là où vraiment je me suis mis dedans. Et à partir de ce moment-là, les revues, en fait. Papa, maman, est-ce que je peux m'abonner ? Du coup, c'était cool parce que toi aussi, tu pouvais avoir les revues. Ouais. J'étais aussi à consommer peut-être plus les images que le texte. Je rentrais moins dans le détail. Dans l'idée, moi aussi. Mais aujourd'hui, je me dis que c'était le seul moyen que j'avais pour suivre les résultats, les histoires, les statistiques aussi, beaucoup. Les statistiques. Tu parlais de statistiques, j'ai des souvenirs justement de Tour de France à regarder le classement général sur le journal tous les matins du Ouest France parce que j'avais pas de téléphone portable pour regarder sur internet. Mais aujourd'hui, c'est sûr que t'as l'application, t'as le truc, ça va très vite. Mais les revues, et puis des fois il y a quelqu'un de la famille quand tu grandis un peu qui a le Canal+, puis Canal+, tiens, est-ce que tu peux enregistrer sur une cassette ? Tiens, le All-Star Game, c'est un peu l'événement majeur. Et puis le All-Star Game, toi, je sais qu'on a regardé plein de fois un All-Star Game et ça nous a marqué. Et là, je vais te poser la question, qu'est-ce qui, à l'époque, parce que je me rappelle, qu'est-ce qui faisait qu'on bloquait sur ces reportages, sur ces moments en fait, de basket et de sport ? Toi, c'est quoi ton souvenir de ça, de te retrouver à regarder des reportages presque 10 fois en un an parce qu'on adorait ça ? Là, du coup, tu fais écho à... On avait eu la cassette d'un All-Star Game, alors je sais plus exactement l'année, 2003-2004, je sais plus. C'était LeBron était rookie, il n'avait pas participé au All-Star Game, mais par contre au rookie Game avec les Nike Zoom Generation façon Timberland. Donc c'était 2004. Mais on avait aussi eu le premier All-Star Game en 2003, où les tenues étaient les maillots qui étaient toujours les maillots des clubs. Et après on a eu 2004 où là du coup la fameuse passe louche de Jason Kidd. Mais c'est vrai que du coup il y avait des reportages à la mi-temps et je me souviens qu'à l'époque c'est simple, il y avait un reportage sur Boris Dio, sur Ronny Turiaf, sur Johan Petro. Je crois que c'était ça peut-être pas Petro encore, c'était peut-être les années d'après. Mais du coup Ronny Turiaf, Boris Dio et Mike Pietrus aussi qui était arrivé en même temps que Boris Dio en NBA. Et donc du coup qu'est-ce qui m'avait intéressé moi, c'est ce côté intimiste où on suivait le joueur dans sa vie du quotidien, quoi. Il y avait vraiment un côté de narration qui était vraiment intéressant et aussi il faut pas se le cacher, mais du coup moi, le reportage que j'ai vu le plus de fois c'était celui sur Boris Dio et la personne étant à facilement te donner envie de s'intéresser à lui, du coup tu regardes le reportage plusieurs fois et puis il te fait vivre le rêve américain par procuration alors que t'as du coup je sais plus exactement mais 12 ans, quoi.
C'est un peu ça. Ça s'appelait pas d'ailleurs le reportage Arizona Dreams ou un truc comme ça? Exactement, il venait tout juste d'être transféré à Phoenix et du coup je crois que l'intro c'était passer d'une équipe moribonde d'Atlanta à Phoenix qui avait du coup à l'époque Steve Nash et tout, qui allait en finale ou demi-finale de conf. Ouais. Je me rappelle très bien de cette époque-là parce que pareil, moi les Suns c'était quelque chose qui m'avait marqué du fait du jeu, mais aussi parce qu'il y avait Boris Dio et pareil un mec comme Steve Nash. Pour moi, c'était un exemple. C'était un de mes joueurs. Pareil, c'est un mec qui m'a fait acheter des chaussures à son nom, les Zoom BB, avec le petit logo Steve Nash. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui nous ont marqués et aujourd'hui, on se rend compte de l'impact qu'ils ont eu via aussi des marques, via aussi des équipes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est impacté par un joueur, mais on est impacté par une équipe, un club, mais aussi une marque. Et c'est ça que je trouve fort dans le sport. Honnêtement, après, il y a forcément un attrait à une ville, surtout pour nos sports qui sont proches. Donc nous, du coup, on est Rennais, donc le Stade Rennais forcément. Mais on s'attache aussi et avant tout à un athlète ou une athlète avant potentiellement de s'attacher à un club, je pense. Quand on s'attache à Rennes, nous, quand on commence à regarder un peu le foot, on s'attache à Alexander Frey, on s'attache à Olivier Monterrubio, on s'attache à d'autres joueurs comme ça. Et au basket, c'est un peu la même chose. Forcément, Tony Parker a été un gros impact sur le basket en France, mais il y a d'autres joueurs chez qui, du coup, on avait peut-être un peu d'attrait et sur lequel, du coup, on se mettait à regarder un peu plus les matchs, quoi. Toi, c'était Kobe, moi, c'était d'autres. Moi, mon premier maillot, c'était Michael Jordan. Avant la retraite, mais du coup voilà, j'ai plus d'attrait pour Michael Jordan que Tony Parker à l'époque. J'ai une question, Hugo. Vas-y, j'écoute. On va remonter un peu les années du coup et faire le lien entre le sport et la communication et surtout je pense aujourd'hui la création de contenu du coup. Moi je sais que j'ai eu de la chance, on m'a offert des appareils photo numériques ou on a eu des appareils photo numériques et du coup là je voulais savoir, tu parlais d'N1 tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passait avec les appareils photo et N1 ? Qu'est-ce qui se passait ? Je pense que c'était en train de se développer, tous les caméscopes, etc. Donc, on voyait de plus en plus d'images qui venaient, pas forcément de médias, en fait, mais de personnes lambda. C'est-à-dire que ça pourrait être toi qui passe au corner à New York et t'as un match de basket et puis en fait il y a un gars hyper connu qui est en train de faire des trucs de fou, toi tu vas pouvoir le prendre en vidéo et tu vas pouvoir peut-être participer à sa communication au final. Je pense que ça a permis à pas mal de gens de se lancer aussi dans la vidéo avec des qualités de caméra pas forcément au top du top, mais le plus important c'est de faire en fait. Et du coup la suite de ma question c'était comment toi du coup tu as commencé à toucher aussi la vidéo, parce que moi j'ai des souvenirs de filmer justement les fameux tricks N1. C'est vrai que j'ai un souvenir. Là, tu me rappelles un truc que j'avais oublié. On était chez un de nos potes et il y avait un concours N1. Et je crois que si en fait tu remportais le concours à l'époque sur des forums, des machins, c'était un peu bon. C'était pas aussi bien que maintenant pour faire des concours, mais si tu remportais le concours, je crois que tu étais invité à Paris pour participer au match N1 parce qu'il venait à Paris cet été-là. Et il fallait faire genre une vidéo, je sais plus, d'1 minute avec tant de tricks. Et en gros, il fallait montrer tes qualités de dribbleur et de showman, quoi. Ou alors en 1 contre 1, t'arrivais à lâcher un boomerang, un truc. Ouais, parce qu'on connaît un peu les noms des moves. Hein. N1, on est des vrais fans. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé au final à se filmer entre nous. Et du coup, filmer, qui dit filmer, dit aussi monter. Donc à l'époque, sur les ordis, monter, voilà. J'ai une anecdote. Il y a une personne qui pourra dire aujourd'hui que c'est vrai ce que je dis, mais voilà. On avait eu une fois, on était en cours au collège, on avait un exercice à faire, fallait qu'on fasse une sorte d'art plastique, une œuvre d'art pour se présenter, qui nous représenterait. Et nous déjà à l'époque, en fait, c'était simple, on a fait une vidéo, on a monté sur Windows Movie Maker, parce que la façon de s'exprimer, nous, c'était pas par de l'art plastique, part du toucher ou des matières, c'était l'idée de créer par du visuel. Et au final, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis tiens, c'était un signe, tu vois. Mais c'est présent depuis longtemps, quoi, en fait. Ouais, c'est présent depuis longtemps parce que aussi on a eu la chance d'avoir des parents qui filmaient les choses, qui prenaient en photo les choses, qui du coup nous ont permis d'avoir des souvenirs. Moi, quand je le fais aujourd'hui, quand je filme, j'ai des réflexes, c'est-à-dire que je sors beaucoup mon téléphone pour filmer. L'idée c'est pas de filmer pour tout mettre sur les réseaux, bien sûr, mais c'est parce que j'ai envie d'avoir le souvenir.
Alors c'est des choses qui sont pas forcément positives aujourd'hui, c'est-à-dire que des fois on vit moins le moment présent que le moment derrière sa caméra ou derrière son téléphone, mais moi je sais que ça fait partie de moi. Et j'ai envie, parce que je me dis, tiens, dans 10 ans, je serais content de voir ce rush-là que j'ai pris à tel événement, telle rencontre avec une personne, telle performance sportive j'ai pu assister. Et aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai un truc qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, mais j'ai encore ce rush que j'ai pris à Séville sur le 3e but d'Mbaye-Niang, où on est à Séville en tribune tout en haut et qui met le but. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, je le sens, qu'il va y avoir une action, je filme. Et il y a but derrière, et célébration avec toutes les personnes dans le stade. Et ça, je sais pas pourquoi, mais. Les supporters rennais. Les supporters rennais. Séville, ils faisaient la tête. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est de ressentir les choses, de vivre des moments, ça c'est venu justement par rapport au fait de filmer et tout simplement les feelings, la passion pour le sport. Mais pour faire. Je vais accélérer, mais pour en tout cas expliquer comment c'est venu, tout simplement. Encore une fois, la passion et aussi l'envie de créer des choses pour mettre en avant un club. Vas-y, pardon. Parce que le club qu'on voulait mettre en avant, de comment on a commencé vraiment la vidéo, c'était notre club de Mordel, donc l'USM Basket, où à l'époque, notre coach Julien Demeuret, qui est lui l'éducateur du club, nous propose les gars, j'ai une idée, j'ai envie de faire une sorte d'émission sur le club. Et nous, on était déjà piqués, on va dire, par ce que faisait le Poitiers Basket 86, qui était un des clubs qui était du coup à l'époque en Pro B. Il venait de monter 2 ans avant peut-être. Il venait de monter 1 ou 2 ans avant, et moi je sais que les premières vidéos que j'ai vues, je sais pas si c'est toi qui as découvert ou moi, je sais plus exactement, mais on se partageait aussi les bons tips. Mais en gros, il y a un reportage sur un début de saison, sur la reprise. On voit les joueurs qui vont faire de la piscine, qui vont faire du tennis-ballon, qui vont courir et tout. Et des joueurs aussi qui étaient, c'était de la Pro B, donc c'est pas le plus haut niveau en France, qui étaient assez à l'aise avec la caméra et plutôt à déconner, parce que du coup, je pense que les personnes qui filmaient, c'était potentiellement des connaissances, et ça va vite, on se livre plus, c'est plus sympa, c'est plus vivant. Et c'est les 2 premiers reportages. Il y avait reprise de saison, reprise de dribble ou un truc comme ça, je sais plus. Reprise de dribble, c'est ça. Et après, il y avait un autre documentaire que moi j'avais regardé un peu plus en profondeur, où c'était sur la saison de N1, où justement il monte en Pro B. Et donc le coach est interviewé et dit voilà comment j'ai construit mon effectif. On avait un joueur américain au-dessus du lot qui nous a fait potentiellement, qui nous a beaucoup aidé, Grégory Thielin, qui a coaché Poitiers, après La Rochelle, etc. Et du coup, il y a un attrait avec cette ville de Poitiers, c'est vrai. Et ça, c'est les personnes qui ont fondé ça à l'époque. Il y avait notamment Benoît Dujardin, du coup, qui était une personne qui avait aussi créé un site sur l'actu basket, donc très porté sur son club, etc., qui l'a suivi finalement de la N1 à l'époque et puis sur les années d'après. Et Tommy Humbert aussi notamment, qui lui aujourd'hui maintenant fait quasiment toutes les vidéos pour l'équipe de France de basket, quoi. Gars. En tout cas, moi je peux dire que ces 2 personnes-là, moi, elles m'ont fait changer beaucoup de choses dans ma façon de voir les choses, de la communication, et ça m'a fait découvrir une passion. Parce que sans ces personnes-là, si on n'avait pas découvert Poitiers, je ne sais pas aujourd'hui si on serait là à faire un podcast et à faire de la vidéo et à être dans la communication. La réponse est non, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Je ne sais pas, en tout cas, peut-être pas non, comme ça, quoi. Voilà. Et ces personnes-là, oui, c'est vrai que c'était super intéressant quand on a découvert ça. Ouais. Et moi, du coup, après, en creusant et des années plus tard, on découvre un peu aussi. Nous, on était un peu plus jeunes que ces personnes-là. Donc, a priori, du coup, impactés par Les Yeux dans les Bleus, 98, etc. On voyait les coulisses. Et nous, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, Poitiers, c'était devenu notre référence. Et il y avait notamment, ils avaient créé une série qui s'appelait du coup Vive mon match. Et avec des premiers épisodes avec Super Metz, Cédric Gomez, du coup. On connaissait toute l'équipe et même, du coup, même leur famille, quoi. C'était vraiment, entre guillemets, incroyable de suivre une équipe dans les coulisses, quoi. Le souvenir que j'ai de ça, c'était qu'on va avoir un match de Pro B à Nantes, match de play-off, Nantes-Poitiers. Et ce qui était fort, du coup, c'est que grâce à la série, comme tu dis, on connaissait limite les familles des joueurs, alors que pourtant on était. Les parents d'un joueur étaient derrière nous. Oui, les parents du joueur étaient là, et nous on était capable de dire que c'était les parents parce qu'on avait vu l'épisode. Et limite, moi j'étais pour Poitiers ce match-là. D'ailleurs, je me rappelle que parce que voilà, on est passionné par ce qu'on fait et par ce qu'on vit. Je me rappelle très bien de ce match-là parce que j'étais dégoûté parce que Rashid Wright avait pris genre 2 antisportives et s'était fait expulser du match alors que c'était un de nos joueurs phares qu'on adorait à Poitiers, quoi. Et du coup, le club a évolué avec les résultats positifs. Et du coup, il y a eu un engouement assez fort. Et la stat, entre guillemets, marrante et un peu surprenante, c'est que dans les années, alors je sais plus exactement, mais dans les débuts de Facebook, on va dire, ou pendant encore quelques années encore, ils étaient le premier club qui était suivi en France quand même au basket, alors qu'ils étaient, entre guillemets, même pas au plus haut niveau, quoi.
Donc le travail de communication qui avait été fait, les vidéos, etc., sur Dailymotion à l'époque, avait servi le club d'une manière très importante. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'ils sont encore au top, mais parce que c'est le travail de toutes ces années d'avant qui leur ont permis d'avoir une base très solide et de développer des choses que même des clubs au-dessus n'ont pas encore eu l'occasion de faire. Ouais. Presque. Je pense qu'il y a une certaine exigence en communication du coup dans le club maintenant, où ils peuvent plus. C'est dur de redescendre en arrière après. Quand on était habitué à vivre quelque chose ou à avoir quelque chose en contenu, quand on enlève après, c'est compliqué. Et c'est vrai que sur Poitiers, on peut dire quelque chose aussi, c'est que c'est un club qui sait faire les choses bien. Par exemple, quand ils avaient fait le documentaire sur Evan Fournier avant qu'il parte. Pour aller plus haut, etc. Je trouvais ça super fort qu'ils arrivent à créer un documentaire, toujours leurs vidéos de reprise pour, on va dire, les campagnes d'abonnement. Alors je sais plus si c'était exactement pour ça, mais ils arrivaient à faire des super trucs. Et encore aujourd'hui, tu vois, moi j'ai encore les images en tête parce que ça m'avait marqué, parce que je m'étais dit, mais trop fort en fait. Tu vois. Et pourtant, c'était un petit club. Ouais. Petit club qui finalement a atteint après le plus haut niveau français. Voilà, quoi. Et donc c'est ça qui était très fort. L'histoire a été belle aussi. Quoi. Voilà. Et donc nous, on commence grâce à ces personnes-là qui nous motivent. Et on commence avec quoi ? Un caméscope de notre éducateur qui est vraiment pas terrible. Mais parce qu'on a que ça et parce que nous, en fait, on s'en fiche. On est 4-5 motivés à faire le projet. On se marre, on teste des choses, on galère. On passe des nuits presque des fois au bureau sur nos ordi portables ou sur ce qu'on a pour faire les voix off avec un téléphone. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que juste on partage, on est en équipe, on a chacun un peu nos petites rubriques, toujours liées au basket, donc à notre passion de base. Et en fait, on arrive à fédérer presque un élan dans le club en fait sur la communication, sur les gens y suivent. On met en avant, on avait par exemple une personne qui s'appelait Simon qui lui s'occupait d'interviewer les personnes du club. Au final, en y repensant, je me dis mais c'était incroyable parce qu'on mettait en avant des personnes qu'on voit tous les week-ends mais qu'en fait on voit pas vraiment parce qu'on se rend pas compte du travail qu'ils font. Alors oui, on va voir les seniors 1, oui, on va voir les seniors filles qui vont gagner, qui vont perdre. Mais à côté de ça, il y a tellement de gens qui bossent en fait. On était un petit club, mais nous on essayait d'avoir fait ça. Et on avait des bons retours de la part des gens puisqu'ils nous en parlaient. Et on était le seul club à faire ça. Et le seul club, en tout cas nous dans nos environs et même presque en Bretagne, j'ai envie de dire, pour un petit club comme Mordel. Et je pense que c'est ça pour moi, ça c'était un peu l'étincelle de tellement de choses en fait. Il y a eu l'étincelle sportive aussi, qui allait en même temps. Après, de là à expliquer que la communication aussi, il y a un attrait à venir dans un club, etc. Voilà, c'est d'autres aspects qui sont parfois, on peut pas trop jauger. Mais en tout cas, il y a eu l'aspect de communication, plus l'aspect de augmentation du niveau sportif, tout en montrant, en fait, comme tu viens de le dire, au final, c'est ça qui était intéressant, les seniors garçons et filles comme les mini-poussins, quoi. Donc, ce qui était cool, on voyait tout le monde. C'est vrai que tu soulèves un point et je reprends aussi ce que tu as dit sur tout à l'heure, le fait de s'attacher à un joueur. Je reprends aussi ce que j'ai dit par rapport à moi, je m'attache à Kobe, c'est parce qu'il gagne les titres. Tu t'attaches à Alexander Fry parce que quand il est au Stade Rennais à l'époque, c'est quelqu'un qui marque les gens parce qu'il met des buts. Et ben, le sportif, la réussite, tu t'attaches aux gens qui réussissent en fait. Et donc tu te rends compte aussi que dans la com, faut réussir à créer du positif en fait. Et donner envie aux gens de te suivre parce que tu réussis aussi. Et c'est ça qui n'est pas forcément aussi le plus simple parce que dans le sport, tu réussis pas tout le temps. Après, il faut remettre dans le contexte aussi. On crée l'émission du coup un peu sur Dailymotion aussi. Ouais. On crée directement aussi tout un univers un peu de com, un nom, JSM Show. On crée aussi une page Facebook aussi pour communiquer, etc. On crée même parfois des événements pour les matchs. Et puis à l'époque, je sais plus exactement les années, mais bon, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tard, je sais plus, 2010 peut-être, 2010, ouais. 2011. Donc l'accès à l'information est toujours pas ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pareil, quand tu dis on s'attache à un joueur, à un club, etc. Il y avait un engouement assez fort au niveau des supporters. Et donc du coup, les personnes qui venaient au match, qui venaient voir les grands jouer, pour eux c'est la NBA quoi. Alors aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'ils ont accès à la NBA facilement sur leur téléphone, mais voilà, quand moi j'ai déjà discuté du coup avec des joueurs pros, etc., quand ils font des dunks ou des choses comme ça avec des gamins dans les écoles, pour eux c'est les joueurs les plus forts du monde quoi. Donc il y a aussi un côté de faire vivre un club dans une sorte de microcosme de personnes pour le faire évoluer d'un point de vue communication et communiquer à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du club quoi. Mais là, je rebondis sur peut-être des futurs sujets qu'on abordera dans le podcast. Mais on peut aussi voir aujourd'hui qu'en 2023, les clubs
font beaucoup plus attention à la façon dont ils communiquent, sur la qualité. Je vois aujourd'hui, dès qu'il y a des joueurs qui arrivent, on va faire un visuel, ils partent, on les remercie, on fait un visuel. Ça, c'est des choses qui, pour moi, il y a encore 3, 4, 5 ans, on ne voyait pas. Il y a 10 ans, encore moins, puisque ça n'existait pas de faire ça. Et puis la communication sur les réseaux, c'était les débuts, on va dire. Mais du coup, je trouve ça très cool parce que je me dis, on peut que continuer à progresser là-dessus. Et je trouve ça hyper motivant. Jusqu'à quel point, du coup, par contre, les contenus deviennent trop quoi. Parce qu'après, il y a une course, c'est bien de publier tout, mais voilà, il y a le côté aussi où qualité, quantité, lassitude, etc. quoi. Quand je dis hyper motivant, c'est presque hyper motivant à bien faire les choses et à cadrer les choses pour que ce soit fait de façon logique, sensée, et pas en fait d'avoir des pics un peu qui sont un peu mal maîtrisés. Et ça, l'importance d'avoir un contenu original. Voilà. Et pas forcément faire que du copier-coller. Sachant que c'est ce qu'on disait en intro tout à l'heure, chaque athlète, chaque club et chaque marque a sa propre histoire, a ses propres, entre guillemets, histoires à raconter, ses propres succès, ses propres échecs. Et donc, du coup, il faut aussi se servir de ça. En soi, on utilise les mêmes plateformes, en fait. On est tous sur Instagram, LinkedIn, etc. ou YouTube quand on veut faire de la communication, mais chacun raconte à sa manière ce qui lui arrive. Moi, j'ai une question pour toi. Ce serait, toi aujourd'hui, justement, on parle de consommer du sport, consommer de la communication. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans le monde du sport et de la communication ? Qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement ? Qu'est-ce qui... Un peu les trucs que toi, tu as envie de mettre en avant aujourd'hui dans ce monde-là, qu'est-ce qui te fait vibrer ? C'est une très bonne question, parce qu'elle n'est pas du tout simple pour moi à répondre. Je pense que ce qui me fait vibrer, c'est quand on raconte des histoires, quand on prend le temps. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux, etc., on prend parfois pas assez le temps, donner le temps au temps. Et en gros, sur ce principe-là, les séries Netflix, le golf, on a regardé, on en a échangé tous les deux. On a regardé forcément Drive to Survive, qui est aussi qui t'accroche et qui t'emmène et qui te raconte une histoire, même si t'as jamais vu le Grand Prix. Qui a un peu presque révolutionné dernièrement le game des séries de sport, carrément, parce que limite à chaque fois, par exemple, on a regardé la série sur le Tour de France. Alors même s'il y a les mêmes prods, etc., mais c'est filmé pareil, etc. Exactement. Le storytelling est un peu le même. Mais voilà, pour moi, ça a révolutionné pas mal de choses aussi. Et après, du coup, effectivement, le Tour de France, dernièrement, qu'on a regardé. Et après, voilà, c'est aussi jusqu'à quel point ces séries-là deviennent des instruments marketing pour faire vivre les ligues. Ça, c'est des choses qui, j'ai trouvé plus, parce que peut-être que je connais moins aussi, mais peut-être plus intéressant et de manière curieuse d'aller suivre la série sur le golf, parce que c'est plus loin de ce que je consomme au quotidien. Mais demain, si une prod Netflix ou autre fait des reportages longs comme ça, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais que j'ai regardé plein de fois des reportages, notamment Stade 2 qui fait des formats longs qui sont plutôt intéressants. Je sais que j'ai regardé plusieurs fois un reportage d'un surfeur de grosses vagues qui n'était pas forcément un athlète professionnel, mais du coup qui allait surfer des grosses vagues, qui racontait son histoire, etc. On le voyait dans les coulisses et du coup c'était intéressant, mais on prenait le temps et c'était pas juste des bribes d'infos comme ça où potentiellement avec ce qui se passe aujourd'hui et l'afflux de contenu qu'on reçoit, je vais avoir le début de l'histoire, je vais avoir le milieu, mais je verrai peut-être pas la fin parce que j'étais pas sur mon téléphone à ce moment-là. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a plein de séries, hein. J'ai regardé Tottenham, j'ai regardé d'autres choses sur lesquelles c'était intéressant parce qu'il y avait un vrai suivi, quoi. Pour évoquer l'aspect de continuité dans le sport et la communication, dans ce que nous on a pu toucher et côtoyer, du coup après l'USM Show, les séries Dailymotion, etc., on a voulu voir autre chose. Ça c'était du coup 2011, 2012, 2013 plutôt, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'était quand moi je partais en études, que j'avais passé le bac du coup. Et du coup qu'est-ce qu'on fait, moi je sais ce qu'on fait à ce moment-là, mais est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent ce qu'on a fait à ce moment-là d'un point de vue communication? D'un point de vue communication, ce qu'on a fait, on a voulu évoluer en fait. On a voulu partir un peu de notre zone de confort. Et très bien, on était dans notre club depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est baby basket à nos 4-5 ans. On était à l'aise, on connaissait tout le monde, etc. Et on s'est dit pourquoi pas aller voir plus haut. Donc nous, plus haut à l'époque, c'est l'Union Rennes Basket en National 1. Donc qui était le troisième, qui est toujours le troisième niveau français. Donc nous, on se dit, tiens, il y a un truc à faire, pourquoi pas aller proposer d'aller faire quelques images. Et on fait quelques images, ça plaît. C'est pas encore trop présent de faire de la vidéo dans le club, il y en avait pas, ou alors que très peu, ou alors c'était la télé locale TVRN. Et puis en fait, on s'installe dans ce système-là.
et on se fait 1 an, 2 ans, 3 ans, à peu près, si je me souviens bien, à peu près. 4 ans même. On crée une petite série qui s'appelle L'Union fait la force. On fait nos armes, on va dire. On se fait connaître aussi. On apprend à aimer ce qu'on fait encore plus. Moi, franchement, ça a été un déclencheur ces dernières années à l'URB. C'est-à-dire que moi, à la base, je ne suis pas du tout dans la vidéo et la photo, toi non plus. Mais on a appris tout seul. C'est-à-dire qu'en faisant, on a appris. Et moi, en fait, j'étais en management du sport. Et en même temps que je faisais mes études de management du sport, ben en fait, je commence à avoir des événements parce on fait de l'événementiel. Et là, à chaque fois, moi, en fait, cellule communication, ouais, Hugo, ouais, je suis chaud, moi, je suis chaud. Et en fait, tiens, mais Hugo, qu'est-ce que tu apportes sur la table, en fait, c'est ça, en fait, les travaux en groupe, c'est quoi tes qualités, qu'est-ce que tu peux nous aider, quoi. Moi, je disais, en vrai, si vous voulez, moi, je peux faire la vidéo de l'événement. Parce qu'il faut communiquer dessus, il faut montrer ce que tu as fait. C'est bien, hein, tu le fais cette année, là, mais si tu n'as pas de vidéo, comment tu vas montrer aux peut-être sponsors l'année prochaine ce que tu as fait? Aujourd'hui, c'est logique de faire ça. Mais à l'époque, bon, c'était logique aussi, mais on le faisait pas forcément. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je fais ça. Et à côté de l'Union Rennes Basket, toujours. Tous les week-ends, on essaye d'aller au match, on filme, etc. On essaye de vite monter les vidéos pour qu'elles soient vite en ligne parce qu'on sait que c'est important. Il faut être actif, il faut que les gens y consomment le contenu. On avait déjà cette mentalité-là de penser à la communication. Et en fait, ça nous a amené assez loin, ce truc-là, puisqu'on a continué. À un moment, ça s'est arrêté parce que on avait chacun aussi nos envies. On avait fait un peu le tour aussi de la question et du club. Et puis au fur et à mesure, en fait, on développe encore plus cet attrait d'aller vers les autres et de faire des interviews qu'on avait déjà un peu commencé à l'Union Rennes Basket. Et en fait, après moi, j'ai l'impression c'est un peu on est rentré dans un tunnel et puis let's go, quoi. C'est ça que vous kiffez, allez-y, foncez. Et au final, on a eu des expériences derrière qui nous ont confortés dans ce qu'on faisait, c'est-à-dire notre passion. Et on a pu travailler avec des clubs pros, des joueurs pros. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, mais le podcast, il est d'autant plus intéressant parce qu'on a eu de l'expérience avec des clubs, avec des marques aussi. Moi, j'ai un souvenir au final qu'avec un futur invité, j'avais tourné une vidéo pour un sponsor de quelqu'un qui s'appelle Hassan Chadi, qui est coureur de fond. Qui aujourd'hui, alors j'ai passé perf en tête. Je crois qu'il fait du marathon maintenant. Ouais. Et à l'époque, on va à Saint-Malo tourner une vidéo. C'est moi qui fais la vidéo et je suis avec notre futur invité du podcast. Et pourquoi on le fait? C'est pas pour Hassan Chadi, en fait, c'était pour le sponsor d'Hassan Chadi. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et ça, c'était les débuts, par exemple. C'était les débuts. Et après, on a eu plein d'aventures que tu peux peut-être expliquer aussi dans le sport. Et que nous, en fait, on s'est toujours dit, let's go, faut foncer et tester de faire des choses, quoi. Les portes se sont ouvertes avec aussi le fait d'aller voir ailleurs. Donc, il y a aussi ce côté d'aller... le sport, on sait un peu qui sont les boss de la communication dans le sport. Et du coup, en 2016, on va à New York. Et par un biais de connexion, on arrive à avoir déjà un accès à un joueur de foot, du coup Aurélien Collin, qui jouait au New York Red Bulls. On a accès à l'entraînement pour le filmer, donc le joueur nous emmène au centre d'entraînement, on filme la séance, etc. Le but, c'était finalement de faire une rencontre avec ce joueur-là, pour qu'il explique un peu sa vie aux États-Unis, sachant que Aurélien Collin avait été champion de MLS quelques années auparavant avec Kansas City. Et on avait eu beaucoup de chance parce qu'en fait, les rencontres et le réseau avaient fait qu'on avait réussi à atteindre Aurélien. Et c'est surtout que, en fait, lui, normalement, c'était la télé française, quoi, qui avait accès. Et petite anecdote, quand on rentre dans le practice facility, etc., déjà pas le droit de filmer à l'intérieur. Et quand on va dire bonjour dans le bureau du coach, il nous présente comme si nous, on était des médias, en fait, français. Et en fait, on avait bien matché avec lui et du coup, il s'était dit tiens, il y a 2 frangins motivés on l'avait contacté avant de partir et il nous avait dit let's go. Et donc, on se retrouve là-bas au centre d'entraînement. On se retrouve là-bas et du coup, on filme et on nous dit parfois, il faut pas filmer là, c'est la combinaison corner du week-end, etc. Ils étaient en play-off. Ils jouaient contre du coup Montréal, donc l'équipe de Didier Rouba à l'époque. Et le directeur marketing, si je dis pas de bêtises, vient nous voir et nous dit en gros, je vous ai mis 2 places en presse pour le match ce week-end, quoi.
Donc nous, on se rendait pas forcément trop compte. Aurélien nous avait peut-être dit qu'il nous mettrait des places en tribune, je sais C'était pas sûr. C'était pas sûr du tout. Il allait et là, essayer. du coup, voilà. Là, du coup, très sympa de sa part déjà, mais en tout cas, du coup, le responsable marketing, pareil, très sympa, nous met des places. Et donc là, on découvre finalement, premier match, on découvre un peu ce que c'est d'aller en presse, du coup, pour un match de MLS, New York Red Bulls à New York, du coup, dans le New Jersey en l'occurrence, et accès tribune de presse. On rencontre aussi des personnes, moi à ce moment-là je discute avec une personne qui travaille chez Red Bull aussi, du coup petite discussion, communication, et forcément c'est une personne qui est sponsor du club, hein. Ouais. Donc voilà, il y avait une discussion Nick, qui était intéressante, Nick Engar. Sacré Nick. Et Nick, faut savoir que c'est peut-être une des premières personnes, c'est 2016, ça m'a marqué, j'y ai pensé il y a pas si longtemps que ça, on avait eu la discussion, il filmait avec son téléphone avec un stabilisateur, et c'était peut-être la première fois que je voyais quelqu'un au bord terrain en 2016 avec un téléphone, un stabilisateur. Je me disais mais qu'est-ce qu'il fait à filmer avec son téléphone? C'est vrai. Je sais plus s'il faisait peut-être du live, je sais pas si ça existait. Je sais plus, je pense qu'il filmait juste pour Red Bull, et on est allé le rencontrer après dans les bureaux Red Bull à New York. Et tout ça pour dire que, comme tu disais, en fait, on sait pas trop des fois où est-ce qu'on arrive, mais on découvre et c'est excellent. On avait eu l'accès du coup bord terrain. Ouais. Toi à l'époque, tu faisais pas encore le stade, je pense. Si, je commençais, c'était la première saison, j'avais fait genre oui, voilà, donc c'était 4-5 matchs, je découvrais le stade. Mais donc, du coup, ça te faisait moins bizarre que moi d'être peut-être au bord du terrain. On avait quand même réussi à filmer quelques images. Et après, ce qui a été intéressant, c'est qu'on avait aussi découvert, j'ai envie de dire, la war room de la team média. Ça, moi, ça m'avait pas mal marqué, notamment du coup sur l'aspect staff. Pour expliquer un peu ce que c'est du coup une war room, c'est l'endroit du coup où, en tout cas war room média, où il y avait toute l'équipe de com qui bossait. Donc ils avaient un bureau au stade et ils avaient tous leurs écrans pour monter justement ce que tu disais tout à l'heure en vitesse, les résumés, les stories sur les réseaux. Voilà, là on parle de 2016. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de se rendre compte que là-bas aux États-Unis, il y a des politiques d'accès en termes de journalistes, etc., qui sont totalement différents. Je sais pas si tu te rappelles, ils avaient accès genre direct après le match, ils pouvaient rentrer dans les vestiaires, c'était normal. Il n'y avait pas le côté très intime du vestiaire, un peu comme il y a en France, où c'est t'as la zone journaliste, et il faut attendre que le joueur arrive dans cette zone-là pour lui parler. Alors que là-bas, c'est limite, ils viennent te chercher, t'es encore presque en maillot du match, ou presque t'es encore en train de souffler, qu'ils sont déjà en train de te poser des questions. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, ouais, qu'on voyait nous dans les docus basket justement, où les journalistes viennent après le vestiaire, après le match, après la douche. Et donc du coup, c'est vrai que on découvrait aussi ce monde-là. Mais ça, du coup, 2016, on a la chance aussi, au même moment en 2016, d'aller dans un autre aspect que le foot, mais du coup, c'est d'aller voir Amar, qui était étudiant du coup à St. John's, du coup grosse université près de New York, grâce du coup à Marc-Antoine du coup, qui nous ouvre un peu aussi cet accès-là parce que lui avait été étudiant. Et en gros, on fait l'interview. À l'époque, Chris Mullin du coup était coach de cette équipe-là, donc Chris Mullin membre de la Dream Team, donc pas un gros monument du basket aux États-Unis et même dans le monde. Et pareil, salle de presse, comment se passe un match de NCAA, donc ambiance beaucoup plus restreinte on va dire, mais nous on avait connu un peu l'ambiance en France, et là du coup rien à voir par rapport à ce qu'on connaît. Ouais, et puis en termes de communication, tu vois qu'avant les matchs, il y a une vidéo qui passe sur les écrans géants, il y a une fanfare. On sort avec des posters aussi du joueur. On sort avec des posters, des agendas, on avait tout. Alors après, on avait un statut un peu particulier parce qu'on était arrivé en tant que journaliste, média, VIP, machin, etc. Mais c'était incroyable. Et c'est cette expérience-là. Du voyage à New York en 2016, on y va parce qu'on veut découvrir la ville, mais on veut aussi s'imprégner au maximum des sports américains et de découvrir à quel point c'est comme on voit à la télé, comme on voit dans les reportages et comme nous on le rêve en fait. Parce qu'on fait ça, on va voir un match de NFL. Le match de NFL, on prend une claque parce que le stade il est immense, les gens sont complètement possédés par le truc. Ils sont capables de te mettre $30 dans un plateau repas à chaque carton, à chaque temps mort, etc. On va voir des matchs NBA au Madison Square Garden, on va à Philadelphie, on enchaîne les expériences comme ça, et là on se dit ok, en fait c'est incroyable, il y a trop d'idées. On revient ici, je pense qu'on est boosté pour 1 an, 2 ans d'envie de revenir, etc. Et au final, ça c'est 2016. J'accélère, 2018, on y retourne aux États-Unis. On va voir les Warriors, on va voir Steph Curry, etc. jouer en play-off. Là, on se dit, ok, en fait, la passion, elle est toujours là. On faisait encore plus d'images, encore plus de photos. Et 2018, quand est-ce qu'on a commencé ?
on parle des écrans géants, mais tu vois, ça nous a amené, en fait, c'est des choses qu'on voyait quelques années après, en fait, on les réalisait pour des clubs, nous. Donc c'est ça qui est très cool. C'est 2020 du coup, même avant, non? 2000... Tu parles de Bourges du coup, là, ouais, en l'occurrence. Bourges, Donc 2020, ouais, je crois. c'est vrai que du coup, moi, pas mal marqué à l'époque par New York, moi, et leur intro avec des tubes néons aussi. C'est vrai qu'il y avait cet aspect-là de comment retranscrire aussi ce qu'on avait pu voir en France. Après, il y avait, pour un peu faire les années, du coup, nous, on s'est formé aussi dans nos domaines de compétences. Et du coup, moi, sur l'aspect communication, et toi, sur l'aspect image, création vidéo, photo, etc., on a bossé pour plein de personnes en dehors du monde du sport. Mais ce qui nous fait vibrer et aussi ce qui nous passionne, entre autres, c'est aussi le monde du sport. Et du coup, on y retourne de temps en temps. Et donc, c'est vrai que du coup, Gaël, qui avait aussi fait pas mal de communication sur Quimper, puis Caen, et qui du coup était parti du côté de Bourges, c'est vrai que tu avais du coup contacté pour tes compétences du coup vidéo. Pour du coup la vidéo d'introduction des matchs, quoi. Ouais, Gaël nous a permis de commencer à travailler avec Bourges et la mission c'était d'animer l'écran géant avant les matchs. Super expérience. La chance d'avoir carte blanche au niveau créativité. Alors on avait eu quelques bribes d'envie par-ci par-là, mais ce plaisir de pouvoir collaborer avec des personnes qui te disent ok, fais-toi plaisir, en fait sois toi-même et fais-toi plaisir. Puis après Gaël, après c'est une connaissance et tout, donc il avait vu aussi ce que tu faisais, donc il avait confiance. Ouais. Et donc du coup il y avait aussi, je sais que pas mal de personnes sont quand même déjà venues te voir en disant nous on veut que tu apportes ta touche créative, on te donne 2-3 voilà, mais sur le principe fais un peu ce que tu veux, quoi. Ouais. Et puis il y avait un regard aussi, c'est-à-dire que la personne en face, quand elle a un regard qui est similaire au tien sur des comment dire, on aime tel style de vidéo, tel style de communication, un regard très américain aussi puisque fan de basket, donc ça aide forcément. Et donc on fait ça pour Bourges. L'année d'après on le refait. Et moi, entre-temps, j'avais fait quelques missions photos avec une agence pour Puma et pour le Stade Rennais, pour les nouveaux maillots du Stade Rennais. Une mission qui, moi, m'avait été demandée parce que, en tant que photographe rennais, ils cherchaient des photographes rennais. Moi, j'avais un style, je faisais pas mal d'argentique, j'en fais toujours un peu, mais un peu moins parce que Kodak ne sort plus beaucoup de pellicules et ça coûte très très cher. Mais, si vous avez des pellicules pour Hugo, s'il vous plaît. Ouais, les pellicules, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer. Et du coup, cette mission-là du Stade Rennais, en fait, super expérience. Donc t'es reposté sur les Twitter, sur l'Instagram du stade, etc. Donc les gens ils te suivent, tiens c'est qui lui qui fait des photos. Et puis en fait y a un gars qui me contacte une fois, qui me suivait et puis qui me dit tiens j'ai Lorient, non même pas, c'est Lorient qui m'appelle. On m'appelle, le FC Lorient, et on me dit j'ai eu ton contact via telle personne. Et en fait telle personne, je savais qu'elle me suivait sur les réseaux. Et en fait tiens on cherche quelqu'un pour faire une vidéo pour présenter les nouveaux maillots. Donc c'est aussi montrer que aujourd'hui les maillots c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui va être en vente toute l'année, qu'il faut le mettre en avant parce qu'il y a des sponsors, parce qu'il y a un équipementier, c'est ce qui représente au mieux l'équipe, le joueur aussi. Il y a beaucoup d'attentes de la part du supporter aussi. Ouais. Aujourd'hui, de par Twitter ou même d'autres plateformes, les gens sont fiers de leur couleur et du coup pour les porter c'est le maillot avant tout quand même, donc faut qu'il soit réussi, quoi. Donc on avait fait ça. Ça s'était super bien passé, super expérience. Suite à ça, on rencontre quelqu'un qui apparaîtra peut-être aussi dans le podcast et qui nous a permis aussi de travailler avec le SCO d'Angers en foot aussi. Donc super expérience. Photo, donc tu es avec les joueurs pro, tu t'apprends à les manager aussi. T'apprends, si on le fait, on n'avait pas besoin d'apprendre, mais je veux dire, tu continues ton apprentissage parce que moi en tout cas, je pense que chaque shooting, qu'il soit photo, qu'il soit vidéo, chaque expérience, moi c'est un apprentissage, c'est-à-dire que tu as forcément des moments de galère, plus ou moins gros, plus ou moins durs. Tu as toujours des moments où tu doutes de toi, mais en fait comme un sportif un peu, tu vois. Tu as des performances, des fois tu vas faire ok là j'ai été bon, puis il y a d'autres fois tu vas dire j'ai fait le taf mais c'était pas fou. Et puis il y a des moments où tu doutes, tu es tout seul, tu te dis merde, est-ce que je vais y arriver? Puis en fait tu as une équipe qui est en place avec toi. Par exemple, je sais que nous on a l'habitude de bosser ensemble, donc c'est cool parce que des fois toi tu vas me voir un peu où je vais te dire là je suis pas sûr, toi tu vas me dire si t'inquiète, c'est bien. Et du coup tu te remets dans le droit chemin. Et ça c'est un peu, pour moi c'est le parallèle que je fais avec le sport et la communication, c'est que tu es une équipe,
Tu as des personnes qui vont être plus leaders, des personnes des fois qui vont plus être dans un travail de l'ombre qu'on voit pas mais qui est tout aussi important. Tu as des personnes qui vont être très bons parce qu'il y a les lumières et hop, tu te transformes. Donc voilà, il y a des parallèles comme ça, et tout ça pour dire que quand on fait ces projets-là avec ces clubs pro qui, pour moi, en fait, je me disais, mais il y a 3-4 ans, mais ah ouais, Lorient, SCO, etc., projet Stade Rennais, Bourges, basket, je t'aurais dit, ça sera incroyable, et on le fait, et on continue d'évoluer, et voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve devant vous, à vous regarder, vous nous regardez sur YouTube ou vous nous écoutez sur les plateformes de streaming audio, etc. Nous, c'est un plaisir en tout cas de se lancer dans cette aventure podcast. Je vous avoue que l'idée, on l'a depuis un moment, mais que c'est pas si simple que ça à démarrer parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et donc aujourd'hui, on a pris l'engagement. Voilà pourquoi on a choisi le mot. On a pris l'engagement de commencer ce projet et de le continuer tout simplement et de vous proposer du contenu de qualité. On espère en tout cas que cet épisode 0, qui est pour nous un épisode de présentation et une sorte d'intro à nous connaître, parce que je pense que c'est bien de regarder des podcasts de personnes hyper intéressantes, mais c'est encore mieux de connaître qui est la personne qui va poser les questions, quelle est sa façon de penser, quelles sont les personnes qui les font vibrer, qui vont supporter en sport, qui les marques qui parlent à cette personne. Et donc du coup, je pense qu'on va continuer sur cet engagement et on va aller rencontrer des gens qui nous parlent, qui nous font kiffer en fait, tout simplement aussi. Donc hâte de continuer l'aventure. Je ne sais pas si c'était un mot de la fin, Aurélien. En tout cas, moi, c'était un peu ça ma conclusion. Et merci à ceux qui vont écouter nos échanges, notre échange. Donc voilà. Moi, j'aurais un mot de la fin sur... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine du sport aujourd'hui, qui, on a tous rêvé peut-être un jour d'être professionnel dans notre sport de passion. Je me voyais déjà avec David Stern, il me serrait la main et je mettais la casquette. Mais tout le monde, on a tous rêvé d'être pro dans notre domaine, potentiellement quand on a fait un sport, en tout cas potentiellement il nous tient à cœur, on y a un moment peut-être cru, ou en tout cas voulu. Et je pense que les personnes qui travaillent dans le monde du sport, qui sont dans des clubs, qui sont dans des marques aussi, qui sont des équipementiers ou autres, ou qui ont un attrait au sport, ont aussi cette passion du sport. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi montrer. On veut aussi aller à la rencontre d'athlètes qui sont potentiellement du coup sur des sports individuels, qui peut-être ont des problématiques de communication pour trouver des sponsors, qui savent pas forcément comment s'y prendre, et peut-être essayer de faire le pont avec des personnes qui sont chez des marques, qui sont des équipementiers, qui vont potentiellement du coup aider ces personnes-là. Et après, il y a le dernier aspect qui est l'aspect club. Et là, c'est plutôt d'essayer d'aller à la rencontre de personnes qui ont potentiellement du coup le cœur entre guillemets gravés dans leur cœur, qui vont essayer peut-être de tout combattre, etc. pour la réussite de leur club, et de vibrer avec leur club sans être sur le terrain, ou en tout cas sans participer à l'aspect sportif, mais participer à cet aspect de développement et de communication. Donc moi, c'est l'engagement d'aller à la rencontre de personnes passionnées par leur sport, passionnées par le domaine du sport et de la communication. Voilà, c'était le mot de la fin. On se dit rendez-vous au prochain épisode. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci à tous et à bientôt.